Nous sommes le 7 mars, c'est la veille de la journée des droits de la femme et le webinaire ce matin, c'est une table ronde sur la parité en entreprise, en partenariat avec l'ADFCG et avec PWN, Professional Women Network. La question, c'est finalement, où en sommes-nous un an après la loi Rixin? Quel bilan peut-on faire sur cette loi? Quels sont les progrès observés et quelles sont les ressources qui sont mises à la disposition des entreprises pour progresser plus rapidement? Et ce matin, je suis très heureuse d'avoir une table ronde exceptionnelle et j'en suis pas peu fière. Donc bonjour à tous, nous avons effectivement ce matin Françoise Desrolez qui est directrice associée chez Grant Alexander, ex-présidente PWN et actuellement senior advisor, pardon. Et bonjour Françoise, nous avons avec nous Marie-Laure Seguela, directrice financière et présidente actuellement de la DFCG au féminin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Pascal Boquet, DRH du groupe CEPOL, groupe Avril dans l'agroalimentaire. Et nous avons Laurent Béraud, directeur financier et DRH de Man & Human. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous avoir ce matin sur ce thème. Et nous allons passer 1h15 sur ce thème. À commencer, Françoise. Alors Françoise, toi, ça fait 20 ans que tu t'inscris sur le parcours des entreprises, notamment dans le secteur de la technologie, mais surtout, tu es très engagée sur le thème de la parité. Tu as d'ailleurs participé à l'élaboration de la loi Rixin. Alors, moi, ma première question, c'est de se dire, finalement, Françoise, aujourd'hui, la loi Rixin, si on pouvait faire un petit rappel, et puis de savoir quel est le constat aujourd'hui par rapport à cette loi. Eh bien, merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Joli sujet aujourd'hui pour démarrer la journée. Alors effectivement, je vais faire un peu d'histoire ce matin. Rappeler eh bien, que la France est leader sur l'égalité homme-femme, puisqu'en 2011, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration. Donc, c'était juste applicable pour les entreprises de plus de 500 salariés et avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Donc, ça a été un signal très fort à l'époque pour l'égalité homme-femme. Néanmoins, cette loi n'a pas ruisselé autant qu'espéré par Marie-Josée Zimmermann. Pourquoi? Parce que, en fait, l'objectif de cette loi, c'était bien que des conseils d'administration, eh bien, il y ait plus de femmes et plus d'égalité au sein des COMEX et que, in fine, ça soit réparti sur toute l'entreprise. Ça n'a pas été le cas. Donc, d'où cette loi Marie-Pierre Rixin, la loi Rixin, donc, qui a un petit peu plus d'1 an maintenant et qui impose des quotas dans les COMEX. Donc, dans les COMEX, pour les entreprises de plus de 1000 salariés, mais on espère aussi un ruissellement vers les autres entreprises. Et pour être dans un certain nombre de cercles, c'est ce qu'on constate. Les directions générales ont bien compris l'intérêt d'avoir des comités mixtes et à égalité. Donc, un petit peu d'histoire, comme je le disais, cette loi Rixin, eh bien, à compter, il y a des échéances, et à compter du 1er mars 2022, les entreprises devaient faire la publication annuelle de la représentation des hommes et des femmes au sein de leur COMEX.
Prochaine échéance, ça sera à compter du 1er mars 2026, où là, il y a effectivement l'obligation d'avoir 30% de femmes au sein des COMEX, donc dans les entreprises de plus de 1000 salariés, hein, je le répète. Et puis, à compter du 1er mars 2029, eh bien, ça sera 40%. Cette loi Rixain, au final, elle est calée sur la loi Copé-Zimmermann. Et puis, l'objectif ultime, c'est bien sûr d'avoir 50%. Mais ce n'est pas évoqué encore dans la loi. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, en 2023, pour les entreprises du CAC 40, on est à CAC 40 et SBF 120. Au niveau des conseils d'administration, on est à 46% de femmes. Et pour la partie SBF 120, donc celle qui intéresse la loi Rixain pour le moment, eh bien, la France est à 26,4%. On est parmi les leaders et derrière la Suède et derrière les USA qui nous devancent de quelques points. Mais en Europe, nous sommes les premiers, donc bravo. Ah, finalement, on n'est pas si mal que ça alors. Voilà, donc effectivement, cette loi Rixain a eu un effet très positif et on le constate et on va en parler avec et Pascal et Laurent tout à l'heure qui vont nous apporter leur témoignage. Donc, eh bien, il y avait des disparités hein, et il y a eu encore une autre loi très importante pour les entreprises, c'est la loi Pacte. La loi Pacte qui a mis des indices pour essayer de réguler et d'apporter plus d'égalité, puisque globalement, eh bien, les femmes en France, tout secteur confondu et tout profil confondu, gagnent moins 15% de moins que les hommes. Donc ça, c'est aussi un point d'attention pour les entreprises. Les entreprises sont aussi attentives à éviter les biais. Hein. Les biais sont à peu près de 8 sortes. Il y a pas le constat, mais de dire qu'au sein des entreprises, eh bien, les femmes manquent d'ambition. Au fond de ce qu'on peut voir, certaines, oui, elles ne sont pas prêtes, mais d'autres sont très ambitieuses à l'égal des hommes. La disponibilité après le congé maternité, ça pose un souci et c'est un questionnement au sein des entreprises. Après, certaines entreprises, et c'est vrai, peut-être Laurent et Pascal nous en parleront, il y a une absence de femmes dans les viviers, donc il n'y a pas de montée naturelle des femmes au sein de l'entreprise, d'où des recrutements extérieurs. Après, le temps partiel est vraiment dommageable pour les femmes, donc il faut corriger cela. Il semblerait, d'après les études, mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est à nous aussi de dépasser cela, que les femmes ont une aversion au risque. Il y a ce fameux plafond de verre, hein, et ça, oui, ça c'est une réalité. Il y a les métiers d'hommes. Et après, certaines entreprises ont du mal avec cette histoire de quotas. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien que l'égalité et la bonne répartition des hommes et des femmes dans l'entreprise, eh bien c'est un atout. Un atout extérieur parce que ça renforce la compétitivité. Il y a eu beaucoup d'études sur ce sujet, des études BCG par exemple, Deloitte, des études Ethics and Boards, à l'IFA aussi, hein, l'Institut français des administrateurs, qui montrent qu'effectivement, une égalité, une bonne répartition, une diversité des profils, eh bien, c'est gagnant pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle accroît ses parts de marché, parce que les produits, les services sont construits ensemble et globalement sont vendus sur le marché avec
différentes sensibilités. Et ça accroît vraiment la compétitivité et la performance de l'entreprise. La parité, ça serait effectivement permettrait une meilleure performance et une meilleure compétitivité. C'est ça que tu veux dire, quoi. Eh bien, comment la faire accepter par des comités de direction plutôt masculins? Eh bien, c'est de mettre en avant ses atouts. Parce que quand on est plus fort sur son marché, grâce à l'égalité, eh bien, c'est une entreprise, in fine, qui est plus pérenne et pour le bien de tous, parce qu'il y a plus d'emplois, il y a plus de croissance, il y a plus d'évolution, il y a plus d'innovation sur le marché pour cette entreprise-là. Et au global, si on regarde, eh bien, c'est un tissu économique français qui est renforcé. Donc, ne pas se priver de cet atout. Voilà, c'est très important. Et puis, en interne, au sein de l'entreprise, eh bien, ce sont des liens qui sont enrichis, c'est une paix sociale qui est plus grande, et puis c'est globalement des collaborateurs plus engagés parce que l'équilibre, ça nous fait du bien à tous et ça améliore la marque employeur. Voilà ce que je peux dire ce matin, Marie. Merci beaucoup, François. C'était assez clair. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'effectivement, il faut un bel équilibre pour renforcer la performance et la compétitivité. Mais on voit qu'il y a aussi des freins qui font qu'aujourd'hui, notre taux n'est pas encore à ce domaine. Alors, moi, j'ai envie de dire, Marie-Laure, toi, ça fait 15 ans que tu es directrice financière et tu as travaillé dans des sociétés multinationales, dans le côté entertainment et médias. Tu es une femme très engagée et curieuse, créative. Aujourd'hui, tu es aussi présidente de la DFCG au féminin. Moi, ma première question, c'est pourquoi cet engagement par rapport à ce que nous a dit Françoise, par rapport à tout ce contenu? Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, merci Marie. Alors d'abord, laisse-moi te présenter la DFCG déjà en quelques mots. Donc la DFCG à laquelle j'appartiens, c'est l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. C'est une communauté d'environ 10 000 membres avec 3 000 adhérents actifs répartis sur les 16 régions françaises. Alors, on a des groupes de réflexion, on représente 2000 entreprises environ, on a beaucoup d'événements nationaux et régionaux, on propose également des formations. Et c'est vrai qu'au sein de la DFCG, on a beaucoup travaillé sur la diversité. Alors, le groupe DFCG au féminin auquel j'ai souhaité adhérer et dont je suis aujourd'hui la présidente, il existe en fait depuis 10 ans déjà. Mais la féminisation de l'association s'est accélérée, notamment sous l'impulsion de son président actuel, Emmanuel Millard. Comment ça se traduit? Ça se traduit, et c'est d'ailleurs grâce à l'engagement de tous que les choses progressent. Ça traduit d'abord par une parité qui est inscrite dans la mission de la DFCG. Ça se traduit ensuite par la nomination d'un certain nombre de femmes dans les instances de la DFCG. Alors aujourd'hui, on a par exemple, et on en est très fiers, une parité parfaite sur les présidents de région, avec 8 femmes sur 16 qui sont présidentes de région, sur une communauté qui représente 42% de femmes. Et dans les instances dirigeantes, on travaille aussi à cette parité, justement, avec 42% de femmes dans le bureau exécutif et 37% au conseil d'administration. Alors, l'engagement en matière de diversité, je crois que la raison, Françoise l'a rappelé, c'est-à-dire que nous, directeurs financiers, on est bien placés pour savoir que la diversité, la parité, font partie intégrante de la performance d'une entreprise. Ça a été prouvé, Françoise l'a très bien rappelé, il y a énormément d'études, McKinsey notamment fait une étude depuis 15 ans au moins sur ce sujet, une étude qui s'appelle Women's Matter et qui est remise à jour tous les ans et qui montre que effectivement la diversité, c'est un facteur de performance. Alors, à la DFCG, on l'a compris, on a créé un prix diversité d'ailleurs en 2020, oui. Mais au-delà de ça, on attribue des prix de directeur financier, du meilleur directeur financier, et notamment 2 femmes ont été mises à l'honneur récemment. En 2019, le prix du directeur financier a été attribué à Judith Hartmann, et en 2021, il a été attribué à Carole Ferrand, CFO de Capgemini.
pardon, Judith Hartmann, qui était CFO du groupe Engie à l'époque. Très bien. Alors, on travaille à la DFCG au féminin, cette fois-ci, qui est un groupe de réflexion à l'intérieur de la DFCG, justement à essayer de pousser la carrière des femmes dans le secteur de la finance, encore une fois dans un souci d'optimisation et d'efficience. La couverture de notre groupe est nationale, puisqu'on a à peu près une représentation dans 75% des régions. Et le programme que l'on propose répond globalement à 3 attentes majeures exprimées par les femmes. La première, c'est de travailler sur les soft skills ou sur des sujets qui sont peut-être plus, entre guillemets, familiers aux femmes, comme par exemple le syndrome de l'imposteur. La deuxième attente, c'est de partager le témoignage de femmes inspirantes. Ça représente à peu près 50% de nos after-work et ça donne l'occasion d'un retour d'expérience qui est souvent intime, en fait, de la part de ces femmes qui ont réussi à briser le fameux plafond de verre. Et enfin, et j'allais dire presque surtout, l'idée, c'est de construire un réseau professionnel dans lequel on se retrouve entre femmes pour goûter à des moments d'entraide et de sororité. Voilà ce que je peux te dire, Marie, sur… Merci Marie-Laure, on continuera justement à te poser des questions, mais pour l'instant on va aller vers Pascal. Pascal, toi tu es DRH de CEPOL Groupe Avril depuis 8 ans. Par rapport à tout ce qui a été dit, Françoise, Marie-Laure, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise finalement, mais surtout quelle était la situation à ton arrivée et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, alors tout d'abord, notre activité, donc nous, c'est Paul, au sein du groupe Avril, nous transformons des graines oléagineuses, de colza de tournesol, en différents produits à destination de l'énergie. On est au cœur de la transition énergétique, Ouais. mais aussi de la transition alimentaire, puisqu'on fournit des ingrédients alimentaires, notamment l'huile végétale, et puis l'alimentation animale. Alors, donc c'est extrêmement industriel. Lorsque je suis arrivé il y a 8 ans, c'était un univers qui était très, très masculin, où les femmes étaient présentes, mais vraiment de manière faible, on va dire, 18%, et principalement dans des métiers de support administratif ou commercial. Pas du tout au cœur de l'industrie ni de la maintenance, qui est quand même une de nos grosses activités. Donc, ce que nous avons entrepris avec la direction générale, c'est d'abord, il y a eu une impulsion de la direction générale pour changer cet état de fait. Par exemple, au sein du CODIR, il y avait une femme sur 10 membres. C'était très testostéroné, c'était vraiment difficile, c'était très compétitif. Et puis finalement, tout ça, ça a généré un mindset qui n'était pas terrible au sein de l'entreprise. Et on avait un taux d'engagement des collaborateurs qui était pas très bon, qui était assez standard. Alors, on a commencé par féminiser nos comités de direction, que ce soit en centrale, dans la direction générale, mais aussi dans nos usines. Et aujourd'hui, eh bien, on est à plus de la parité au comité de direction centrale. Donc, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, 5 femmes pour 4 hommes. Et c'est en cours également dans nos directions d'usines. Là, c'est une autre chose. Il faut passer par un changement des mentalités. Beaucoup de formations sur la diversité, l'inclusion au sein de l'entreprise pour les managers pour que ce mindset change. Et quand on fait tout ça, dans un taux d'emploi des femmes dans l'industrie, chez nous, dans nos usines qui étaient de 7%, aujourd'hui nous sommes à 15%, 8 ans après. Donc ça progresse. Et au global, nous sommes passés sur l'ensemble de l'entreprise de 18 à 25%. Et voilà, donc on va continuer avec une volonté d'aller de plus en plus vers la parité, même si on sait que dans l'industrie, du fait qu'il n'y ait pratiquement pas de femmes qui soient dans les écoles, en industrie, en production ou en maintenance, c'est plus compliqué, mais on y arrive et on expérimente. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, et puis bravo pour cette progression de cette entreprise. C'est un joli exemple.
Laurent, en fait, toi, tu es directeur financier et DRH au sein de la société Manumel depuis 22 ans. Donc, tu vas pouvoir aussi nous dire, finalement, dans cette société qui a plus de 20 000 salariés, il me semble, comment parle-nous de ton entreprise aussi et aussi comment tu as vu évoluer la situation depuis que tu es dans cette société. Ah, ton micro peut-être qu'il faut remettre. Voilà, je vais désactiver le son. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, en effet, j'exerce les fonctions de directeur financier et directeur de ressources humaines dans le groupe Manumel. Donc le groupe Manumel est un groupe familial allemand qui est leader, donc spécialisé dans la filtration, mais principalement dans la filtration automobile. Donc c'est vrai que le monde de l'automobile est un monde très masculin et en plus donc un management plutôt allemand quand j'ai rejoint le groupe en 2000. Donc c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Pascal, c'est un monde très testostéroné avec beaucoup d'hommes représentés dans les instances dirigeantes. Et je dirais que le déblocage ou le déclic est venu de la nomination aux membres du conseil d'administration d'une femme, qui est Madame Weissenbacher, qui est CFO et responsable finance et RH, et qui a donné une impulsion au niveau de la volonté de diversifier donc les effectifs dans l'organisation et donc d'envoyer un signal dans l'organisation pour dire la diversité est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, et elle s'est donné un objectif d'avoir plus de 30% de femmes dans des positions de management. Donc déjà de partir d'une situation, je dirais, claire au niveau du management est déjà un facilitateur pour pouvoir faire avancer les choses. Après, donc localement, en tout cas au niveau de la France, c'est vrai que donc le milieu automobile est plutôt un milieu d'hommes, et il a fallu lever pas mal de stéréotypes, pas mal de préjugés au niveau du management. Oui. Particulièrement en usine, puisque il n'était pas concevable, en tout cas pour eux, qui avaient plutôt une vision du management autoritaire, une vision pas très, je dirais, simplifiée, ou en tout cas une volonté d'aller vers plus de diversité. Donc, il fallait en tout cas travailler pour former et sensibiliser nos managers sur la valeur ajoutée apportée par la diversité. Et l'impulsion, en tout cas, donnée par Madame Weissenbacher était un exemple qu'on pouvait citer comme exemple de succès, puisque c'est une dame qui a commencé comme apprentie dans le groupe Manumel et qui a fini comme membre du conseil d'administration et numéro 2. Voilà. Donc, avant d'arriver plus tard dans les mesures, tout ce qu'on a mis en place, c'est faire preuve de pédagogie et de méthode pour faire changer les pratiques, les stéréotypes, de telle façon que tout le monde est convaincu qu'il y a de la valeur ajoutée à aller vers plus de diversité dans l'entreprise. Oui, en tout cas, merci, parce que c'est aussi un joli exemple. On a de la chance, nous avons aussi des personnes qui communiquent via le chat, donc j'invite aussi à tout le monde à se poser des questions, puisque c'est une table ronde qui se veut un peu interactive, qui est là pour donner les témoignages, mais aussi se poser des questions. Alors, j'ai une première question peut-être pour Laurent ou Pascal, ou les deux, vous voyez. La compétition est-elle accentuée également sur les produits industriels tels que production de matières premières ? Est-ce que la compétition est-elle accentuée également sur les produits industriels tels que les productions de matières premières? Est-ce que Laurent ou Pascal, ça vous parle cette question, et en quoi ça peut vous parler? J'ai un peu de mal à comprendre le sens de la question, mais en fait, l'industrie est compétitive, tout simplement. Je pense que tous les domaines le sont. Après, moi, je ne sens pas, si on parle d'une compétition entre les hommes et les femmes, je n'en sens pas. En tout cas, dans l'activité dans laquelle nous sommes, je n'en sens pas. Ce que nous avions, quand je suis arrivé dans le groupe, c'était plutôt une faible attractivité. En fait, on était attractif pour les profils typiques de notre industrie, mais peu pour les femmes. Oui. Et en fait, ce qu'il a vraiment fallu travailler, en premier lieu, c'est
l'exemplarité, donc exactement comme ça s'est passé dans l'entreprise de Laurent. Donc, c'est vraiment une impulsion de la direction générale et le fait que dans les places type CFO au sein de notre groupe aussi, ce soit une femme qui ait pris le poste, tout ça, ça a donné de la dynamique. Et ensuite, c'est le projet d'entreprise qui a fait qu'on est devenu plus attractif et que l'on a on a pu accueillir et recruter plus de femmes. Mais il n'y a pas de compétition en fait entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. En fait, c'est plutôt le contraire. En fait, avant, il y avait beaucoup plus de compétition quand on était plutôt entre hommes. C'est assez typique chez les hommes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. On voit qu'on a plus de la moitié de nos cadres qui sont aujourd'hui des femmes. Dans nos dirigeants, plus de la moitié, comme je le disais. Et vraiment, ça donne un climat social qui est plutôt serein, très collaboratif, qui a développé très, très fortement l'engagement des collaborateurs, qui donne beaucoup de sens et on est beaucoup plus dans le dialogue, dans la construction. Et ça, c'est vraiment profitable à l'entreprise. Donc, au contraire, pas de compétition. On en avait quand c'était plutôt masculin, on en a plutôt beaucoup moins maintenant. Alors, je ne sais pas si c'était la question qui était posée. Si, je pense, enfin, en tout cas, la personne pourra répondre si elle est OK avec cette réponse. En tout cas, moi, la question que j'ai envie de poser avant de répondre peut-être aux différentes questions, c'est quelles ont été les actions qui ont été mises en place? Et je crois qu'on a aussi posé cette question-là. Peut-être Laurent et puis ensuite Pascal. Quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place pour vous, justement, dans cette situation? Alors, la première chose, c'est surtout de sensibiliser et de rendre visible aux femmes que nos métiers dans l'industrie ne sont pas des métiers uniquement destinés aux hommes. Et les actions ont été pour aller sensibiliser vis-à-vis des collégiens ou des lycéens, et notamment vis-à-vis de la population féminine, pour leur montrer que dans une société d'industrie, notamment automobile, c'est qu'il y a des métiers pour les femmes, les métiers évoluent, il y a de plus en plus de digitalisation, voire de robotisation. Donc, on a moins de métiers physiques, on a plus de métiers, je dirais, soit intellectuels ou des métiers d'amélioration continue ou de créer de la valeur ajoutée. Et donc, je pense qu'il faut convaincre les dames à ce niveau-là, au niveau des écoles, pour faire en sorte qu'on ait plus de candidats quand on va recruter. Puisque la filière automobile, notamment la filière ingénieur, je lisais dans les journaux hier, je crois que c'était une école d'ingénieurs qui disait qu'il n'y avait que 18% des femmes qui avaient le diplôme d'ingénieur. Donc imaginez quand on recrute au niveau des entreprises, c'est vrai qu'on a très peu de candidats féminines. Donc la sensibilisation dans les écoles, bien présenter les métiers et je dirais convaincre les femmes qu'il y a des métiers intéressants pour elles dans ce milieu industriel. Je pense que ça a été un axe majeur et qu'on va poursuivre, en tout cas, à notre niveau dans notre entreprise. D'accord, merci Laurent. Et Pascal, vous, quelles sont les actions qui ont été mises en place notamment? Alors, je vais rejoindre aussi Laurent. Nous avons eu des actions assez similaires. Par exemple, c'est vrai que le mindset des managers était un des freins important, c'est-à-dire que voilà, je me rappelle certaines fois où quand au début, lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, lorsqu'on donnait des CV de femmes, les managers les regardaient à peine, pour ne pas dire ne les regardaient pas. Donc il a vraiment fallu former et nous le faisons encore parce que tout ça, il y a peut-être encore de la résistance, il faut jamais lâcher les choses. Donc on continue à former et on a formé nos managers à l'intérêt de la mixité. Beaucoup de formations autour de la thématique du DE&I. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été important. Un autre point important, c'est que nous avions peu de locaux adaptés. Il n'y avait pas de vestiaire. Ouais, ça, c'est important. Ah ouais, non, mais c'est des basiques. Mais quand il n'y a pas de vestiaire, quand il n'y a pas de sanitaire, lorsqu'il n'y a rien pour les femmes, quand les équipements de protection individuels dans les usines ne sont pas adaptés aux femmes, eh bien, les quelques femmes que vous avez ne restent pas. Donc, tout ça, on l'a changé. Et ça a vraiment été important. Et puis, ça a été vraiment un facteur important pour attirer les femmes et qu'elles puissent s'y sentir bien, y rester et se développer. Une autre chose, ça a été de communiquer beaucoup sur les parcours des femmes.
de donner de l'exemple en interne et en externe sur les différents métiers qui s'offrent dans l'entreprise et puis les parcours qu'elles peuvent avoir dans l'entreprise pour se développer, grandir et s'épanouir. Donc voilà, ça, ce sont des choses importantes. Et puis, il faut aussi, au travers de tous les accords, de toute la négociation qu'on peut faire dans l'entreprise, faire en sorte qu'on garantisse l'équité, l'égalité professionnelle. Quand je suis arrivé, on ne mesurait pas, maintenant on a des index, mais on ne mesurait pas. Ça tombe bien, j'ai une question chez Avril, l'équité salariale homme-femme. Comment adressez-vous chez Avril l'équité salariale homme-femme? Alors, on a d'abord, quand moi je suis arrivé, il y avait un vrai problème, il y avait une différence. Donc, on a dû faire des plans successifs pour combler les écarts dans un premier temps et ensuite monitorer au travers de tous les outils de revalorisation, de gestion des emplois, la parfaite égalité professionnelle en termes de rémunération. Aujourd'hui, on n'en a plus. On n'a plus de problématique. Et là, sur notre dernier index, on est à 94% sur 100. Donc, c'est plutôt pas mal. On fait une partie des entreprises qui sont les plus hauts. Donc, on n'a plus du tout de problème d'égalité professionnelle. On la garantit. Ça aussi, c'est un facteur clé pour attirer les femmes et qu'elles s'y sentent bien. Là où on doit encore progresser, c'est dans les 10 plus hautes rémunérations. Mais on voit on est passé, le premier index était à 85. Et c'est vraiment sur cet axe-là qu'on n'est pas à 100. C'est uniquement celui-là. On est à 94, on sera à 100. Aucun doute là-dessus. Bravo. OK. Je reviens peut-être à une question qui va concerner Marie-Laure ou Françoise sur la question, ne pensez-vous pas que la multiplication des associations ou groupements professionnels uniquement féminins ne va pas augmenter la scission entre genres et avoir à terme un effet inverse à l'efficacité démontrée par la mixité des organisations? Merci pour cette question, Jean-Louis. Effectivement, on peut se poser la question inverse de se dire, finalement, les associations que des femmes, est-ce que ça ne fait pas un contre-choix? Oui, c'est une question effectivement qui est très intéressante et dont on débat souvent effectivement dans les réseaux dits féminins. Alors, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est que finalement, c'est un petit peu comme les quotas, malheureusement, c'est un passage nécessaire, je dirais. L'objectif en fait des réseaux féminins, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est de travailler finalement sur le positionnement des femmes au niveau de la femme elle-même. Je m'explique, on travaille sur des figures inspirantes pour justement pousser les femmes à avoir plus d'ambition. On travaille sur des soft skills ou des problématiques propres aux femmes pour leur donner des clés pour évoluer justement compte tenu des spécificités des femmes, c'est-à-dire congé maternité, enfin des choses dont Pascal et Laurent ont également parlé et qu'il faut intégrer dans les entreprises, mais qu'il faut aussi que les femmes prennent en main. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, enfin en tout cas, c'est la valeur ajoutée que l'on a dans ces réseaux féminins. Donc, ce que je veux dire, c'est que les réseaux féminins ne se construisent pas contre les hommes, ils se construisent pour répondre à un besoin spécifique des femmes, pour les conduire justement à une forme d'égalité, à une ambition aussi, qui peut-être historiquement ou culturellement ne leur a pas été suffisamment inculquée, je dirais. Donc, en cela, si vous voulez, je ne vois pas de risque dans la multiplication des réseaux féminins. En revanche, là où je rejoins complètement la question, c'est que la perception peut être, je dirais, un petit peu distordue, entre guillemets, entre l'objectif de base et la perception que peuvent avoir certaines personnes de ces réseaux féminins. Et donc, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, encore une fois, comme Pascal et Laurent l'ont rappelé tout à l'heure, dans leur propre organisation. Et je sais, Marie-Laure, que toi, effectivement, tu dis il ne faut pas non plus que des femmes, et au contraire, c'est avec les hommes que nous allons trouver un équilibre, et c'est cet équilibre qui va faire la performance. Je suis d'accord. Tout à fait, tout à fait. On a des événements qui sont, enfin, certains de nos événements ne sont pas exclusivement féminins. Et donc, toutes les bonnes volontés masculines pour nous aider à réfléchir et à progresser sur ce thème sont les bienvenues. Très bien. Peut-être, vas-y Françoise, oui.
Alors, pour Professional Women Network, dont je fus la présidente pendant 7 années, donc trois mandats. Alors, en arrivant en 2015, moi, j'ai proposé un projet disruptif, puisque c'était bien professional, on est OK, Women et Network. Eh bien, c'était d'ouvrir le réseau aux hommes en tant que membres, puisque c'est un réseau qui existe depuis maintenant 27 ans. Et effectivement, le fait, comme Marie-Laure l'a dit, eh bien, de jouer la carte de l'entre-soi pour se renforcer, eh bien, pour PWN, eh bien, il nous a semblé que c'était un temps révolu et qu'on devait passer à autre chose, être beaucoup plus inclusive. Et donc, on a ouvert le réseau. On l'a ouvert avec succès. On n'a pas autant d'hommes que souhaité. On est 700 membres à Paris, 4000 dans le monde à travers 30 City Network. Donc, les hommes représentent à peu près 10%. C'est trop peu. Parce que nous, ce qu'on vise, effectivement, eh bien, c'est la parité au sein de ce réseau qui réunit des cadres et des dirigeants, tous secteurs confondus, grandes entreprises, PME, ETI, et aussi des entrepreneurs. Et c'est toute cette énergie et cet apport-là et le fait de travailler ensemble qui fait que eh bien, le réseau s'enrichit. Donc, PWN, de fait de son histoire et de son antériorité, a ouvert aux hommes. Et vraiment, ce qu'on peut voir, c'est que c'est très profitable, puisqu'il y a du mentoring qui chaque année est proposé. Et à travers ce mentoring, on a des hommes qui viennent chercher auprès de femmes et dans un dialogue tout à fait confidentiel, mais de secteurs différents, eh bien, comment je fais pour diriger une équipe uniquement de femmes ou à grosse parité, enfin, ou à grosse majorité de femmes. Pour certains, c'est pas si évident. C'est pas si évident de poser la question au sein dans leur entreprise. Donc, ils viennent chercher ces ressources-là au sein d'un réseau comme PWN. Ah, merci Voilà. beaucoup, Françoise. Merci. J'ai une question intéressante. On constate l'arrivée d'un mouvement, le masculisme, en réaction au féminisme. Observez-vous, alors là, je vais plutôt parler à nos hommes, Laurent et Pascal, observez-vous dans vos entreprises des premières manifestations de ce mouvement, des hommes qui se disent finalement, et on existe. Laurent? De mon côté, pas dans ma société, mais quand j'échange avec d'autres hommes dans d'autres sociétés, on entend parfois en disant ils ont recruté une femme, c'est pas forcément sur la base des compétences, c'est plutôt par souci, en tout cas, de respecter les quotas. Ouais. Donc pour la femme, c'est un challenge en tout cas de convaincre rapidement qu'elle peut obtenir des résultats, qu'elle peut apporter du changement. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour une femme nommée dans un poste à responsabilité, en tout cas de convaincre, et ça nécessite beaucoup plus d'efforts, je pense. Voilà, donc on arrive un peu, je dirais parfois, à une remise en cause peut-être des nominations de femmes à des postes clés. Donc il y a encore, je pense, un petit peu des tabous à lever et des stéréotypes à casser. Et de communication. Pascal, toi, est-ce que tu, par rapport à ça, chez Avril, est-ce qu'il y a des… Pas du tout. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous voyons, que nous percevons. Hein. Il n'y a pas du tout d'expression du masculinisme, du tout. Par contre, je pense que ce qui est important, ce que souligne un peu Laurent, et auquel on s'attache nous beaucoup, c'est à être très transparent dans nos communications et très objectif dans toutes les orientations qu'on peut prendre, que ce soit des nominations de certains profils ou autres. Il faut vraiment s'attacher à bien expliquer les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté ou qu'on puisse nous dire non mais vous avez voulu favoriser tel ou un tel, voilà, faire de la sélection, de la discrimination positive comme on dit. Ça peut se faire, mais on s'attache à ne pas le faire et à être le plus objectif possible. C'est la bonne personne à la bonne place. Merci Pascal. Alors moi je vais parler plutôt à Françoise, mais sur le côté cabinet de chasse. On a une question sur le cabinet où c'est comment vous, chasseurs de tête, participez à l'accélération liée à la loi Rixin? Ça, c'est une bonne question. Faites-vous appel à des réseaux féminins dans votre vivier de talents? Et je reviens à dire aussi, ça sera un doublon avec la question que je viens de poser, c'est est-ce qu'on a des réflexions de dire, mais finalement, le vainqueur, celui qui a obtenu le poste, c'est parce que c'est une femme? Alors, merci pour la question. Parce qu'effectivement, moi, après un parcours de 25 ans dans l'IT et très investi sur ces questions d'égalité, de parité et de diversité, d'inclusion, eh bien, j'ai souhaité rejoindre Grant Alexander. Pourquoi? Pour avoir un rôle d'influence auprès des entreprises. Et c'est bien l'ensemble des collaborateurs chez Grant Alexander qui sont investis de cette manière-là. Nous, effectivement, on peut apporter du fait d'univers différents, d'implication, d'engagement dans des réseaux, eh bien, on peut questionner les directions générales lors d'un recrutement. On peut questionner un DRH en lui posant tout simplement la question de la formation au sein de l'entreprise. Pourquoi pas apporter d'autres briques, d'autres compétences et de toujours veiller à cette parité, à cette égalité, à cette inclusion, je dirais. Parce qu'au-delà de la mixité, de l'égalité, c'est bien inclure pour avancer ensemble. Et en cela, chacun des collaborateurs de notre entreprise est vraiment investi sur ces questions-là. D'ailleurs, on a signé une charte avec le Syntec numérique, on est labellisé Lucie, on est dans un mouvement vertueux pour avancer sur notre engagement RSE. La RSE, eh bien, ce sont 17 objectifs de développement durable, comme l'a défini l'ONU. Et sur ces 17 objectifs de développement durable, la mixité, c'est l'objectif numéro 5. Donc, nous, vraiment, on n'est pas engagé que sur le 5e. Comme vous dans vos entreprises. C'est bien un mouvement d'ensemble, c'est l'ensemble des ODD et on a d'autres initiatives sur d'autres sujets que l'on travaille et on s'efforce à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi de manière plus large auprès de nos clients et de nos prospects, eh bien, à apporter de la valeur, une valeur différente et puis vraiment en écho du marché et de ses tendances et d'aller vers l'innovation. Ouais, c'est clair. De toute façon, là, je prends ma casquette d'expert en recrutement. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Effectivement, les mœurs sont bien évoluées. Et aujourd'hui, c'est à compétences égales. On va essayer, en tout cas, de maximiser une shortlist homme-femme, ce qui est parfois pas évident. Il y a des fois, quand on me demande un directeur de site industriel, eh bien, malheureusement, je ne peux pas présenter une équité parfaite, ou alors il faut avoir plus de temps, c'est-à-dire peut-être que le 440, les sociétés du 440 ont plus le temps que les autres sociétés de recruter, parce que dans ces cas-là, il faut rallonger en fait le temps, mais à compétences égales, on accompagne de la même façon les hommes et les femmes, et c'est notre objectif en fait. Ça, c'est bien fait. J'ai également en fait Jean-Louis qui nous dit en tant que directeur qu'il a toujours essayé de construire ses équipes avec beaucoup de mixité et de son point de vue, il a toujours mis en avant la sensibilité homme-femme en tant que manager et il pousse l'efficacité des ressources dans leur spécificité
qui fait la richesse du groupe. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai Valentine qui dit que le témoignage est à propos de ses camarades de promo école d'ingénieurs avec 4% de femmes pour sa promo sont très disparates. Certains sont très en colère et masculinisés, d'autres considèrent que c'est un juste rééquilibrage. Merci Valentine pour ce témoignage. Alors peut-être, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce témoignage de Valentine? 4%, c'est quand même peu en école d'ingénieur, hein. J'ai des critères qui sont un peu plus hauts aujourd'hui, mais 4%, il va falloir qu'on amène ces femmes à aller à l'école des ingénieurs et à aller dès le départ. Alors, ça me permet de faire une transition sur le côté intergénérationnel. Finalement, cette disparité, que ce soit Pascal ou Laurent, est-ce que ce n'est pas générationnel? Est-ce que vous ne sentez pas que dans votre entreprise, il y a peut-être moins de difficultés avec des générations jeunes que un peu plus âgées? Dites-nous ça. Moi, je pourrais commenter déjà sur déjà les candidats que nous recevons, et vous pourrez en tout cas certainement confirmer. C'est que dans les jeunes, il y a une volonté d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et déjà, ça nécessite aux entreprises de s'adapter et de proposer des nouveaux environnements de travail, plus d'adaptabilité, à la fois en termes de télétravail, à la fois en termes peut-être d'horaire de travail, de telle façon de permettre en effet à ces dames de postuler à des postes à responsabilité et leur permettant de s'organiser de façon plus efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Dans les anciennes générations qui sont déjà en place, oui, c'est là où on rencontre en effet le fait qu'ils ont des schémas d'organisation, de management. Et c'est là où il faut travailler avec eux justement pour leur montrer que le monde change, que les générations changent et que ces jeunes-là peuvent apporter en tout cas des choses nouvelles, de la diversité, mais aussi de nouvelles méthodes de travail et donc de faire progresser la société. Ouais, merci Laurent. Pascal, est-ce que… Oui, alors je ne vais pas paraphraser ce que dit Laurent, parce que c'est la même chose. C'est vrai que dans les anciennes générations, ils étaient peu enclins à voir arriver des femmes dans leur univers, on va dire. Et c'est vrai que c'est plutôt par la formation autour de toutes ces problématiques de diversité, d'inclusion, d'équité, qu'on est parvenu à commencer à faire changer les mentalités, et il faut continuer à le faire. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans les jeunes générations, effectivement, c'est plus un problème. Travailler entre hommes et femmes, c'est vraiment pas une problématique. Au contraire, il y a plutôt une envie. Ils sont très pour la mixité, pour la parité, pour les droits en général, de toute façon, dans la jeune génération. Et après, il faut effectivement travailler sur les conditions qui permettent aussi d'avoir plus de femmes. C'est vrai que dans les univers industriels, le télétravail a été une petite révolution, parce que ça a quand même permis pas mal de concilier la vie personnelle et la vie familiale et professionnelle. Mais c'est aussi de permettre d'avoir des bonnes prises en charge sur des gardes d'enfants, des places dans des crèches. Enfin, c'est tout un tas d'actions en fait, comme ça, les unes derrière les autres, qui font que les femmes se sentent bien, je pense, dans l'industrie aussi. Ils trouvent leur intérêt et puis que cette collaboration se fait bien. Donc oui, entre les anciennes et les jeunes générations, il y a une vraie différence sur le sujet. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même travailler les sujets. Il faut quand même beaucoup éduquer le management. D'accord. Je vois une question, en tout cas sur le dernier rapport au Conseil de l'égalité, qui est alarmant quant au sexisme existant. Seuls 20% des personnes interrogées estiment que les femmes et les hommes sont égaux dans le monde professionnel et 37% des femmes affirment avoir vécu des discriminations sexistes dans leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous donner un retour là-dessus sur… est-ce que vous avez eu connaissance de ce rapport et qu'est-ce que vous en pensez? Laurent? De notre côté, la loi, en tout cas, a imposé d'avoir un référent harcèlement dans les organisations.
Donc, ce qui a permis d'une part d'avoir un interlocuteur dans l'organisation qui permette de gérer de façon, je dirais, plus efficace ce type de situation. Après, il y a aussi une sensibilisation à faire au niveau de l'entreprise, et nous-mêmes, on le fait au niveau des codes de conduite, donc le travail sur les discriminations, bien expliquer les comportements, voilà, le respect. Donc, ça nécessite aux organisations d'être vigilantes et de sensibiliser le management sur ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, et c'est vrai que sur le vieux management, entre guillemets, dans le principe d'autorité, le principe de, je dirais, de management à l'ancienne, on s'embarrasse parfois pas de, je dirais, de respect ou de politesse vis-à-vis des dames. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, il y a un spectateur anonyme qui dit « Ah, ces dames, non, ça ne se dit pas, s'il vous plaît. Je le sens comme un péjoratif de mon côté. » Pardon. Bien. Donc, je devrais dire c'est salariées féminines. C'est ça. Oui. Oui, tout à fait. Donc, il faut en tout cas sensibiliser, être vigilant, puisque ça peut exister. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter toutes ces situations, en tout cas d'écart, pour faire en sorte que tout ça, que ce monde, ce travail ensemble et ce vivre ensemble de l'entreprise soit bon. Très bien. Françoise. Pardon, Marie-Laure. J'ajouterais aussi que le mouvement MeToo, malgré tout, nous a tous surpris, mais que maintenant, les femmes, les hommes, les jeunes générations parlent, la parole est libérée. Et je pense aussi que les directions des ressources humaines mettent en place des formations et sont très attentives au savoir-être dans l'entreprise et qu'il y a des règles qui doivent être respectées et ça, on le sent de plus en plus fort au niveau des entreprises. C'est le retour que j'ai. Oui, tout à fait. Marie-Laure, tu voulais t'exprimer? Oui, je voulais en profiter en fait pour parler d'un petit livre vert qui a été publié par un réseau de l'Observatoire de la mixité en fait au sein de l'organisation du capitalisme responsable, un livre vert en fait qui donne la liste de 6 mesures concrètes pour lutter pour la mixité en entreprise, qui reprend absolument tout ce que Laurent et Pascal ont pu décrire dans leur parcours. Donc, c'est très intéressant. Voilà, c'est juste une référence parce qu'effectivement, comme vient de nous la rappeler notre intervenant sur ce débat, la mixité, ce n'est pas encore une affaire gagnée. Donc, il faut continuer vraiment à travailler sur le sujet. Encore une fois, à communiquer et à travailler sur le sujet. Donc voilà, je vous recommande ce livre vert qui est à disposition à l'Observatoire de la mixité. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire à l'entreprise et peut-être en dehors de l'entreprise pour que finalement ça se passe encore mieux et qu'il y ait un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans l'entreprise? Est-ce que, peut-être Pascal, est-ce que là-dessus, vous avez des idées qui peuvent permettre d'être encore dans un meilleur équilibre finalement? Qu'est-ce qui reste à faire d'après vous? Alors, nous, notre principal écueil, on va dire, au fait de pouvoir accroître davantage la part des femmes, notamment dans les métiers très masculins que sont la production, la maintenance, je pense que c'est la révolution un peu culturelle de la façon de recruter. On a par habitude, peut-être que Laurent pourra s'exprimer aussi sur le sujet, un peu par habitude, et les managers aussi, à raisonner par le diplôme. Ce qui fait qu'effectivement, comme quand dans les filières de formation, il n'y a pas de femmes, comme c'est souvent le cas en production, métier de maintenance, c'est un petit peu moins vrai en logistique, puisqu'il commence à y avoir des profils féminins, mais c'est encore faible.
eh bien, on reste dans ce stéréotype de recruter toujours des hommes. En fait. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on expérimente beaucoup des recrutements un peu différents, plutôt par les capabilities, les compétences, les soft skills, qui fait que là, on voit que on expérimente ça dans 2 usines du sud de la France, enfin, une dans le sud et une dans le centre, pas Clermont-Ferrand. Et on voit qu'on commence à pouvoir attirer d'autres profils. Alors, ça veut dire que l'entreprise va devoir compenser la formation sur les hard skills et développer beaucoup de formations sur le métier technique, mais on arrive à attirer des femmes quand on recrute un peu différemment. Donc ça, c'est une expérimentation et on voit là, on a plusieurs cas qui viennent d'être recrutés et il faut accompagner le management, les équipes, parce que quand une équipe est complètement masculine et qu'il y a des femmes qui arrivent à l'intérieur, il faut accompagner, il faut que tout ça se fasse correctement. Et puis je pense, l'autre point qui reste à travailler, là, c'est pas dans l'entreprise, c'est à l'extérieur. Pour moi, c'est comment les filières peuvent attirer les jeunes femmes. Oui. Ça, moi, j'ai travaillé longtemps à l'UIC, l'industrie chimique, l'Union des industries chimiques. J'ai travaillé le sujet pendant longtemps. Je pense qu'il y a un vrai manque d'investissement, que ce soit des différents des syndicats patronaux ou du gouvernement. C'est un échec, ça. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à faire pour attirer. Le monde de l'industrie a changé. C'est plus le monde de Zola d'il y a 100 ans. Il y a la place pour les femmes. L'univers, il est tout à fait moderne et ne cesse de se moderniser. Et donc, ce n'est pas normal qu'il y ait toujours ce déficit de candidature féminine dans les écoles. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie aussi de notre job, hein. Françoise, tu pourras peut-être voir, mais on sélectionne aussi beaucoup aujourd'hui avec des soft skills. On n'est plus uniquement sur des compétences techniques, mais on travaille aussi en tant que cabinet à accompagner tous nos collaborateurs dans le recrutement, à travailler à partir des tests comme Hogan, tests Hogan qui vont permettre de travailler sur les soft skills et leur capacité à intégrer en fait intelligemment dans la place de l'entreprise, puisque on parle beaucoup de l'entreprise, mais il faut aussi parler du candidat. C'est sa capacité à prendre sa place, comme je dis, et qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Nous, on a l'opportunité d'avoir un leadership, un développement et des coachs en fait au sein de Grant Alexander qui nous aident aussi à faire en sorte que les personnes qui arrivent dans vos entreprises, eh bien, elles prennent toute sa place, mais que ce soit finalement comme un homme, mais aussi comme une femme. Femme de prendre sa place dans un environnement d'homme, quels sont aussi ces critères d'adaptabilité. Et ça, je pense que chez Marie-Laure, avec la DFCG, vous pouvez certainement aider aussi à se dire, voilà, travailler sur la partie syndrome de l'imposteur, travailler sur… mais finalement, je suis dans une équipe avec plein de garçons, mais comment je fais quand il y a un problème? Est-ce qu'il faut que je le materne ou il ne faut pas que je le materne? Et voilà, parce qu'il y a aussi toute une réflexion de femme qu'il faut avoir dans ça. Et je pense que ce soit PWN ou la DFCG au féminin, vous pouvez, je pense, travailler sur ces critères pour aider les femmes aussi à prendre leur place dans un univers aujourd'hui peut-être un peu plus masculinisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as tout à fait raison, Marie. Effectivement, ça fait partie du rôle des réseaux féminins de porter ces questions-là. Et c'est vrai que les femmes souvent se demandent comment se comporter et jusqu'à quel point conserver leur féminité. Alors après, chacun sa sensibilité. Moi, ce que j'ai envie de dire, qui est aussi une note d'espoir, c'est que comme le monde est en train de devenir de moins en moins masculin entre guillemets, et de plus en plus mixte, il n'y a aucune raison pour les femmes de renoncer à leur féminité ou d'essayer de s'adapter ou d'essayer de copier un modèle dit masculin qui d'ailleurs ne l'est pas forcément, hein, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui ont également le syndrome de l'imposteur. Donc tout le monde ne se reconnaît pas en fait dans ce modèle masculin qui a pu être celui des anciennes générations. Et donc effectivement, on porte ces sujets-là aussi beaucoup au sein des réseaux féminins. Très bien.
Oui, je te rejoins, Marie-Laure. On porte beaucoup ces sujets-là et je dirais qu'il y a de bons échanges avec les entreprises, avec les réseaux, avec tout l'écosystème pour faire grandir les personnes qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. C'est vraiment maintenant, les entreprises sont attentives à ça, savoir-faire et savoir-être, et puis voir le potentiel d'un candidat pour l'attirer et puis le retenir. C'est aussi cela les enjeux des entreprises, le former, parce que si un candidat ou une candidate a un potentiel, eh bien, c'est un talent pour l'entreprise, c'est quelqu'un qui va rayonner, qui va faire évoluer l'entreprise, qui va faire des propositions, et c'est cela que les entreprises recherchent. Enfin, nous, chez Grant Alexander, et puis avec l'ensemble des réseaux et des entreprises, ce sont les tendances fortes que l'on note. Très bien. J'ai une question qui est intéressante. Merci beaucoup, Françoise. Est-ce que vos partenaires financiers vous posent des questions sur votre stratégie politique RSE? Oh, j'imagine que oui. En tout cas, et spécifiquement sur votre politique mixité-parité. Est-ce que l'index est pris comme indicateur de prêt à impact? Ah, c'est intéressant. Est-ce que finalement, les banquiers vous disent, si vous n'avez pas ce quota, je vous prête moins d'argent? Pascal et Laurent ensuite. Alors, au sein du groupe Avril, on a peu puisqu'on s'autofinance beaucoup. Mais effectivement, au sein, enfin, pour la RSE, on a mis en place toute une série d'indicateurs. Ça s'appelle Spring, et la mixité est bien prise en compte. C'est quelque chose qui est extrêmement suivi au niveau du board du groupe. Et c'est repris par certains partenaires financiers, mais ils sont minoritaires en fait dans notre financement, parce qu'on s'autofinance beaucoup. Mais c'est en plein cœur de notre RSE, ça c'est clair. Oui, très bien. Laurent? Oui, alors de plus en plus, donc il y a une obligation en effet de reporting dans les grands groupes internationaux, dans leur rapport annuel, de rendre compte des actions qui sont mises en œuvre dans ce cadre-là. Donc c'est pas encore, je dirais, une condition d'obtention de crédit, mais on sent quand même de plus en plus une volonté, en tout cas, d'exemplarité des entreprises dans ce domaine-là. Donc ça commence, et je pense que les groupes sont sensibilisés, et petit à petit, ça va devenir un indicateur aussi important que l'indicateur de rentabilité financière. Oui, très bien. Ok. Je rejoins. Et finalement, en fait, pour ou contre le quota, c'est la question. Est-ce que Pascal, Laurent, vous pouvez répondre, et ensuite Marie-Laure et Françoise? Je vais peut-être répondre, c'est que je pense que Pascal et moi-même partageons notre avis. C'est que d'abord, on recrute sur la base de compétences qu'on demande pour le poste. Donc, en effet, on se doit, et les cabinets de recrutement nous aident à trouver le candidat qui correspond le mieux au poste. Donc, c'est vrai qu'à compétences égales, on a peut-être tendance à privilégier les femmes maintenant, en tout cas pour cette volonté de diversité. Si en effet, on s'aperçoit que le candidat masculin est mieux adapté au poste, on va recruter l'homme. Donc, voilà. Donc, à compétences égales, voilà. Ouais, voilà. Exactement. Très bien. Pascal? C'est pareil. Oui, pareil. Et plus largement, je ne suis pas très à l'aise avec le quota, dans le sens où il peut conduire à une contrainte qui obérerait le choix du meilleur candidat. Ouais. Et ce serait contre-productif pour l'entreprise. Surtout que pour ton groupe, finalement, vous n'avez pas besoin de quota parce que tu es au-delà des attentes. C'est pour ça aussi que… Exactement. Je pense que la volonté de la direction générale suffit. Pas besoin de quota, en fait. Ouais. Peut-être que Marie-Laure… Ah, vas-y, Laurent. Oui, juste une petite chose, c'est que c'est vrai que les soft skills, comme vous disiez tout à l'heure, prennent quand même plus d'importance. Et ça permet quand même de rééquilibrer dans le choix, où on avait tendance peut-être avant à recruter sur des compétences techniques. Et compte tenu de la filière, en général, nous, dans des métiers très techniques, faisait en sorte que l'homme était peut-être toujours
en tête, hein, en tout cas étaient dans les meilleurs candidats. Donc le fait de rééquilibrer avec les soft skills a permis en tout cas de faire des choix plus sur des candidats féminins. Puisque les soft skills, la valeur d'entreprise, la capacité d'intégration dans l'entreprise est très importante aujourd'hui. D'accord. Marie-Laure et Françoise? Alors, vas-y, bah, écoutez, moi, Vas-y, Marie-Laure. je vais avoir évidemment un avis un petit peu différent de Laurent et Pascal. Je comprends la difficulté intellectuellement de défendre les quotas. Néanmoins, je crains que ce soit un mal nécessaire. C'est une question de rééquilibrage en réalité dont on est en train de parler là. Et la loi Zimmermann-Copé a permis quand même de montrer premièrement que les quotas ont un vrai impact d'accélérateur, sont un vrai levier d'accélération de ce rééquilibrage justement, et que par ailleurs, cela n'affecte en rien la qualité des conseils d'administration et de leur fonctionnement, bien au contraire. Donc moi, oui, pour répondre à ta question, Marie, je suis pour les quotas, effectivement, jusqu'à ce qu'on ait une parité. Et le jour où on aura la parité, on n'en parlera plus. C'est ça, je pense que ça dépend des sujets, ouais, ça dépend d'où on part. Françoise, j'imagine qu'aussi tu as un avis. Oui, moi je suis du même avis que Marie-Laure, évidemment, ayant participé à l'élaboration de cette loi Rixin. Je pense que ça nous met effectivement dans un cercle vertueux où ensemble, eh bien, on travaille, on met la question sur la table, on la traite. La loi Pacte a beaucoup aussi aidé avec ses indices. Les entreprises y sont très attentives. Et qu'effectivement, ben, quand on sera à parité, ça ne sera plus un sujet. Et vraiment, je n'aspire qu'à ça. En tout cas, merci Françoise. Avant qu'on travaille un petit peu sur la conclusion et de ce retour de cette table ronde, merci beaucoup en tout cas pour toutes les questions qui ont été posées, les affirmations, et pardonnez-moi à ceux que je n'ai pas forcément, auxquels je n'ai pas forcément répondu. J'ai un invité surprise, effectivement, c'est notre président Henri Vidalinck qui souhaite aussi intervenir sur cette table ronde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, nous t'entendons parfaitement bien. Henri, tu es bienvenu dans cette table ronde. Écoutez, je suis ravi de cette opportunité qui m'est donnée ce matin d'intervenir. J'ai trouvé le débat que j'ai pris malheureusement un peu tard parce que j'étais avec un candidat. Je n'ai pas pu repousser ce matin l'entretien avec ce candidat. Mes félicitations en tous les cas pour l'organisation de cette table ronde, mesdames, Françoise et Marie. Et ravi de cette opportunité avec la DFCG et donc l'organisation des Professional Women Network avec qui on collabore. Et j'ai beaucoup de plaisir d'ailleurs à collaborer avec vous, mesdames. Je trouve que vous faites un travail remarquable. Alors, sur le dernier point, concernant les quotas, moi, je ne me permettrai pas d'apporter un avis ce matin. En tant que président de Grant Alexander, on a l'obligation d'aller chercher les meilleurs candidats possibles. J'ai envie de dire, bien évidemment, on va faire en sorte de proposer aussi souvent que possible le panel le plus divers possible. Mais on est en ce moment confronté à une telle pénurie de talents, j'ai envie de dire. Peut-être le mot est un peu faible, mais guerre des talents, que il n'est pas toujours possible d'équilibrer les choses comme on souhaiterait le faire. Mais soyez sûrs, en tous les cas, de notre investissement, de notre envie d'être le plus divers possible, aussi souvent que le marché nous permet de l'être. En revanche, dire qu'on va systématiquement proposer un panel diversifié, c'est prendre un risque important, je pense, de ne pas satisfaire le client. Il faut faire le maximum, mais dans ce contexte très compliqué, on se doit évidemment de faire nos recherches, mais il y a des secteurs de toute façon où on sait que les choses seront plus difficiles que d'autres. En revanche, il y a des secteurs qui sont très ouverts aux compétences féminines
Et à ce moment-là, on se retrouve avec un nombre de candidatures féminines très supérieur au nombre de candidatures masculines. Et bien évidemment, à ce moment-là, on avancera avec ces compétences féminines. Voilà, je n'ai pas un avis tranché sur ces quotas. J'ai entendu votre point de vue et je le respecte. Mais l'activité qui est la nôtre, le métier que nous faisons est complexe dans la mesure où on a un objectif de satisfaction de nos clients sur une compétence, ça a été dit, et dans la mesure du possible, une compétence la plus féminine possible. Voilà pour ma position ce matin. J'ai conscience qu'elle n'est pas totalement satisfaisante. Merci beaucoup, Henri. Effectivement, même si on est membre de la charte du Syntex et que du coup, on est quand même un peu contrôlé sur ce qu'on a à faire, effectivement, dans un univers de la guerre des talents, il n'est pas toujours évident d'être à équité parfaite. Peut-être un mot avant la conclusion de Françoise. Je vais donner la parole à Laurent et puis à Pascal. Laurent, peut-être un mot de la fin par rapport à cette table ronde, ce qui leur sort, le micro, Laurent. Je pense qu'en effet, nous avons tous une volonté de travailler sur la parité. Et donc, je pense que Pascal et moi-même avons montré que, en tout cas, avec cette volonté-là, on arrive à des résultats. On n'est pas encore totalement, en effet, aux résultats attendus, mais je pense qu'on y travaille. Juste pour un dernier petit mot, demain, donc c'est le 8, donc c'est le jour de la femme. Nous avons décidé de donner une rose à chaque femme demain, donc pour célébrer cette journée. Voilà. Très bien, merci. Ouais. Merci Laurent, merci pour votre participation. Pascal, mot de la fin. Alors moi, peut-être le mot de la fin, c'est que ce que j'ai vu en arrivant dans l'entreprise et ce que je vois aujourd'hui en termes de mindset, avec une mixité accrue, c'est radicalement différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose aujourd'hui, avec un rééquilibrage en cours entre les hommes et les femmes. On est beaucoup plus agile sur les marchés, c'est beaucoup plus apaisé en interne dans les relations, y compris avec les partenaires sociaux. Et on a un taux d'engagement qui est nettement supérieur, on a une performance nettement supérieure dans l'entreprise. Donc, on était déjà convaincus de l'avantage, de l'apport de la mixité. On l'est plus que jamais et on est déterminé à la faire progresser parce qu'on sait que c'est ce qu'il nous faut pour satisfaire nos ambitions. C'est une condition sine qua non aujourd'hui, je pense, pour arriver au bon niveau de performance et se placer dans les meilleurs. Merci beaucoup, Pascal, pour ce mot de la fin. Marie-Laure? Oui, merci Marie. Eh bien, écoutez, peut-être je voudrais aborder un sujet qui n'a pas du tout été abordé pendant cette table ronde pour la fin. Si, messieurs, vous cherchez un moyen de favoriser la mixité, je vous invite à travailler sur votre sphère privée. Pour peut-être libérer un peu de la charge mentale et de la charge d'ailleurs réelle, physique, des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, en tout cas de la gestion logistique des enfants pour justement favoriser un petit peu cette mixité et l'essor des femmes dans la sphère professionnelle. Voilà. C'est vrai, ouais, c'est vrai, effectivement. Ça fait partie de cet équilibre. J'espère que la nouvelle génération, et que ça fait partie de l'éducation, mais que nous, parents, nous arrivons à équilibrer ceci à nos enfants, en tout cas les éduquer dans ce sens-là. Françoise, alors, de cette table ronde, qu'est-ce que t'en ressort et c'est quoi en fait ta conclusion? Eh bien, ma conclusion, évidemment, elle est positive. Merci Marie-Laure, merci messieurs pour vos témoignages très, très précieux qui, effectivement, nous invitent à réfléchir et puis à toujours avancer et aller de l'avant. Mais ce qu'on peut noter, et c'est remarquable, c'est la volonté d'aller de l'avant, d'intégrer la mixité, puisqu'elle est synonyme de performance, d'attractivité et de talent. Et ce n'est pas seulement le talent en tant que personne, mais c'est le talent de l'entreprise et de rayonnement sur son marché.
Et puis, on a évoqué l'importance des rôles modèles, de la formation, de la vigilance qu'on doit avoir à chaque moment pour embarquer tout le monde au sein de l'entreprise, et de l'importance aussi des jeunes générations qui font bouger les curseurs. Donc, les quotas, oui, et vivement que, eh bien, ils disparaissent dans un monde plus égalitaire. Voilà, ça serait mon mot de la fin. Merci beaucoup Françoise, merci à tous pour ce webinaire, je trouve qu'il a été très dynamique. Merci à toutes les personnes qui ont participé aussi aux questions. Merci à mon équipe de communication qui a été remarquable pour l'élaboration aussi de ce webinaire. J'ai une conclusion de Jean-Louis Caillou qui nous dit « Quand nous arriverons à parler uniquement de talent et non plus de genre, de mixité, nous aurons fait un grand pas vers l'équilibre. » Je suis un peu d'accord avec lui. En tout cas, c'est comme à chaque fois pour les webinaires, je suis ravie et j'ai passé un agréable moment avec vous tous. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une agréable journée et une belle journée des droits de la femme pour demain. À bientôt!